Donc, Monsieur Cornu nous a parlé donc, des bienfaits que pouvaient apporter ces nouvelles technologies. Maintenant, on va plutôt parler des risques. Donc, je vais appeler Monsieur Michel Juvin et Monsieur Perrault, qui vont nous parler donc plus des risques dans un monde décentralisé. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais d'abord donner la parole à Monsieur Michel Juvin, qui a été DSI et notamment pour des grandes entreprises telles que Lafarge, Chanel. Et vous êtes spécialiste en cybersécurité. Vous intervenez pour la société de conseil Cristal. Hein? Correct. Très bien. Donc, pour vous, le Web3 représente des opportunités, mais aussi de gros risques, qui expliquent pourquoi peut-être le Web3 s'adresse encore aujourd'hui plutôt à des initiés. Sommes-nous dans un nouveau Far West? Quelles sont ces opportunités? Quels sont ces risques? Comment s'en prémunir? Oh. En 5 minutes, ça va être dur. Toujours pareil, 5 minutes. Ouais. Je vais essayer de faire un petit feedback. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, parfois un petit peu connexes au sujet du Web3, voire même étrangers d'ailleurs. Mais je pense que le Web3, au départ, vient d'une volonté d'indépendance, en fait, de tous les acteurs du Web, suite aux affaires d'Edgar Snowden, à la surveillance insidieuse de la NSA, de Cambridge Analytica, Facebook Files, et puis de l'insécurité qu'il y a aussi au niveau des ransomware sur l'ensemble du Web. Donc, il y a une vraie volonté de se dire, le Web 1, où on s'identifie avec user password, le Web 2, où on se trimballe avec un profil derrière, avec tout ce qu'on a fait, on est aussi des cibles, donc c'est pas forcément terrible. On va essayer de créer quelque chose qui est un Web 3, donc c'est dans les années 2013, suite à donc, ces mouvements de volonté de retrouver un peu de liberté, que cette pensée a été de dire, mais on ne va pas partager les informations avec tout le monde, ni avec une autorité de régulation, mais plutôt de pair à pair. C'est-à-dire qu'on va définir un lien d'une personne à une autre personne en s'identifiant, non pas avec son identité personnelle, mais avec une clé, une clé qu'on appelle, qui est une wallet en fait, qui est une clé qui a une série de codes qui est vraiment très spécifique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette notion de propriété de l'information, elle est juste partagée avec celui que vous voulez, au travers d'un smart contract ou au travers d'une organisation qui s'appuie sur des smart contracts. Et je pense que c'est important de le rappeler ici parce qu'on a pas mal divergé sur des choses un peu, parfois même un peu philosophiques. Mais c'est intéressant de faire la différence aussi par rapport au métavers, où votre profil social qui vous suit partout fait que vous n'êtes pas inconnu. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où l'idée de fond va consister à pouvoir échanger effectivement de l'information, et ça représente une véritable opportunité pour les entreprises, dans le sens où, bien évidemment, alors je ne vous citerai pas des chiffres importants de transactions qui aujourd'hui sont constatés sur cet environnement du Web3, ça sous-entend donc qu'il y a des entreprises qui ont des extensions .eth avec lesquelles elles peuvent communiquer, elles peuvent pousser des informations, ou elles peuvent aussi assurer des services, comme par exemple la publication d'images au travers de NFT. Donc il y a plein de possibilités au travers de ce Web3 qui sont vraiment très intéressantes. Ce qu'il faut prendre en compte, en fait, avant d'aller dans ce Web3, c'est cette notion de risque, puisque bien évidemment, on en a parlé, de fait, comme la confirmation que l'information est échangée se fait que de point à point, au travers d'un smart contract. Je vous en cite un exemple. Vous pariez sur un résultat d'un match, eh bien, les deux personnes vont parier, elles ont avec leur crypto-monnaie un wallet, et elles définissent un smart contract en disant, à l'issue du résultat du match, si tu as gagné, je te donnerai quelques bitcoins, enfin en centimes j'espère, mais je te donnerai quelques bitcoins. Et c'est automatiquement réalisé. Et il n'y a pas une autorité qui vient au-dessus, qui va dire non, vous avez des frais, je vais garder l'argent pendant 3 jours ou 10 jours, et ainsi de suite. Donc c'est automatiquement réalisé. On s'arroge en fait
cette autorité de supervision. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, bien évidemment, il y a des risques pour aller dans ce domaine, et je les ai énumérés. D'ailleurs, dans un article que j'ai publié, que vous pouvez accéder, sur le Web3, qui est publié dans une chronique qui s'appelle Les carnets de Michel, voilà, publié chez Alliancy, et comme j'en ai publié d'autres. Mais en fait, c'est assez intéressant en fait, d'analyser ces risques et ces opportunités. D'abord, le cybersquatting, donc ça a été cité, effectivement. C'est un vrai problème de fond parce qu'il y a pas mal de personnes opportunistes qui ont acheté des noms d'entreprises connues.eth. Et aujourd'hui, il existe, contrairement à ce que vous avez laissé penser, une possibilité de retrouver son .eth en s'appuyant sur deux juridictions qui ont été définies à Londres et à New York, qui permet en fait de retrouver après effectivement un certain nombre d'actions, avec beaucoup de juristes derrière, donc évidemment vous imaginez que ça va être assez cher pour le retrouver, mais vous avez quand même la possibilité de récupérer votre nom de domaine. Le deuxième point important, c'est cette notion d'indépendance de la blockchain. N'oubliez pas qu'on s'appuie sur donc, ce mécanisme d'enregistrer un certain nombre de fois les transactions de façon à ce que ça soit infalsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un hacker puisse aller à la même heure corriger la blockchain dans X nœuds, c'est-à-dire des points d'accès. Et donc, l'indépendance de la blockchain s'appuie sur le nombre de nœuds de cette blockchain. Ça, c'est important aussi quand vous devez vous appuyer sur tel ou tel type de blockchain. Vous avez aussi le code source, parce que j'ai parlé de smart contract. N'oubliez pas que le smart contract, c'est un petit morceau de programme qui dit telle crypto-monnaie est associée à telle autre crypto-monnaie. C'est un petit programme informatique, souvent écrit en Solidity quand ça concerne effectivement Ethereum. Mais ce smart contract, effectivement, ce programme, il peut être falsifié. Et donc, on ne peut pas l'écrire soi-même. Il faut plutôt s'appuyer à un expert qui va vérifier que le smart contract est cohérent. Et puis, bien évidemment, vous avez le risque de perdre l'identifiant de votre wallet. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui est à conserver précieusement. Et vous êtes le seul à le posséder. Et donc, comme il n'y a pas d'autorité de régulation autre, vous ne pouvez pas dire j'ai perdu mes clés, vous pouvez pas faire un double. Non, ça ne marche pas. Et donc, c'est important de gérer correctement son wallet. Alors, il existe des sociétés de services qui permettent d'ailleurs de gérer votre accès à votre wallet pour vous. C'est une possibilité. C'est un peu comme si vous déléguiez l'accès à vos données financières. Donc ça, ce sont les points à risque pour lesquels, lorsqu'on s'engage dans cette démarche, il faut le prendre en compte. Il y a aussi des inconvénients, hormis le fait que c'est effectivement, on appelle ça le Far West, le nouveau Far West du numérique. D'abord, il y a le premier point, c'est le non-respect de la GDPR, le règlement de protection des données personnelles. On n'a pas à tourner autour du pot, il y a non-respect, il y a non-respect. Il y a aussi pas de valeur juridique du smart contract, puisque bien évidemment, il s'agit d'un contrat qui est établi entre deux personnes. Il n'y a pas de valeur juridique. Il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de facture. Comptablement, c'est un petit peu plus difficile. Il faut expliquer ça à son comptable pour pouvoir faire passer une dépense au niveau d'une entreprise. Et puis, il y a une réglementation en cours, on ne l'a peut-être pas cité, mais effectivement, la réglementation s'appelle MiCA, Market in Crypto Asset, qui va permettre de réguler tout ça prochainement. Alors, s'engager là-dedans, oui, c'est certain, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Il faut, par opportunisme, acheter son .eth lorsqu'on est une entreprise. Ça évitera d'avoir à aller plaider sa cause auprès de tribunaux américains ou anglais. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un inconvénient complémentaire dont on n'a pas trop parlé, c'est le problème de rejet de CO2 de toute la chaîne du monde des crypto-wallets, qui s'améliore effectivement, puisque aujourd'hui, on n'est plus à réécrire toute la chaîne, mais juste à enregistrer des preuves que la chaîne a été correctement réécrite. Voilà la petite synthèse que je voulais faire en quelques minutes. C'est très synthétique. Je vous remercie. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Patrick Perrault, qui est général et coordonnateur plutôt de l'IA pour la Gendarmerie nationale et chargé de mission à la stratégie de la donnée. Vous êtes aussi titulaire de la chaire IA et sécurité et vous êtes également coprésident de l'AI Strategic Group au sein de l'UE pour les Law Enforcement Agencies.
Et donc, vous êtes spécialiste de l'IA, et donc nous allons vous retrouver à la dernière table ronde sur l'IA. Donc, opportunité pour le Web3 pour les cyberdélinquants, mais aussi, vous le dites, pour les forces de l'ordre pour lutter contre ces pratiques. Donc, dans ce contexte, quel est le rôle de la régulation? Celui de l'IA? Avez-vous déjà connu des cas? Non, alors... On vous écoute. Déjà, merci au Cybernex pour l'invitation à intervenir devant vous. Moi, je partage l'ambition de M. Cornu d'une exploitation de la donnée à des fins positives, et parce qu'il n'y a pas que des États autoritaires qui exploitent la donnée pour protéger les populations. Il y a aussi, on est au Sénat, je crois que c'est important de le dire aussi, il y a des États qui utilisent la donnée pour protéger sa population, et ça c'est important. Pour autant, moi je crois qu'effectivement, comme l'a dit Michel Juvin, il faut revenir à l'ambition du web. L'ambition du web, c'est quand même l'absence de régulation. C'est d'aller progressivement vers une absence de régulation, qu'on appellera autorégulation. En fait, c'est moins on se régulera, plus les États-Unis ennuieront la Chine, parce que la Chine n'arrivera plus à contrôler son web. Plus en Russie, ce sera compliqué de contrôler son web. Et si je reviens au titre, la guerre du web 3.0 aura-t-elle lieu? Je crois qu'elle a lieu. Elle a lieu autour de la 6G, elle a lieu autour de ce genre de chantier-là. Et la Chine est plutôt bien positionnée actuellement sur ces enjeux-là. Alors, revenons peut-être sur l'élément de preuve, mais je voulais insister sur cette dimension géopolitique, parce que nous, les dimensions géopolitiques nous intéressent, parce que derrière, c'est une criminalité transnationale, une criminalité organisée, qui va aussi se mettre en place autour du Web 3.0, et qui ne sera pas toujours facile à identifier. Le Web 3.0, c'est effectivement, ça a été abordé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites préalablement, mais le Web 3.0, c'est de la blockchain, c'est de l'IoT, des objets connectés, c'est des espaces virtuels et des espaces immersifs. Je distingue les deux. Laurent Chrétien pour un souci pédagogique, à associer le monde virtuel, mais le métavers, pour moi, est plutôt un espace immersif, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un monde totalement correspondant au réel dans l'espace immersif. Ça peut être une représentation un peu, même artistique, du monde. Notre avatar n'a pas besoin de nous ressembler dans le monde immersif. Mais la différence entre les deux, c'est que le monde virtuel, pour moi, c'est plutôt utile à la simulation. Donc on représente l'identique. Le monde immersif, c'est les relations qu'on a dans la vie réelle qui se retrouvent dans un monde virtuel qui n'est pas forcément une copie du monde réel. Alors, quels sont pour nous les enjeux autour des éléments de preuve par rapport à ces différents aspects du Web 3.0 ? La blockchain, tout d'abord, qui est quand même un peu à l'origine de ce Web 3.0, c'est la notion de traçabilité. L'avantage avec la blockchain, c'est qu'on peut enregistrer les différentes étapes et retrouver effectivement traçabilité des différentes actions qui ont pu être menées. Et ça peut apporter des éléments de preuve par rapport à un certain nombre d'infractions dans le cyberespace. Au niveau des objets connectés, là aussi pour nous c'est important. On a tous des petits objets connectés au poignet. C'est pour nous, dans une enquête judiciaire, des éléments de preuve. Alors je distingue bien le cadre judiciaire, où on peut accéder à de la donnée à caractère personnel. Il n'y a pas de difficulté, on est sous l'autorisation d'un magistrat. Nous, on a des gens sous écoute téléphonique, on est extrêmement intrusif, mais parce qu'on est sous l'autorité d'un magistrat, dans le cadre administratif, c'est pas du tout la même situation. Mais nos objets connectés nous disent parfois où on est. On a tous en tête Johnny Hallyday qui devait être quelque part, je ne sais plus, puis il n'était pas en Suisse, là où il devait être, par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est un autre sujet. Mais ces objets connectés, en fait, nous tracent. Alexa, qui est un chatbot, qui, par rapport à ce qu'il enregistre, est capable aussi de restituer un certain nombre de données qui peuvent être utiles à l'enquête judiciaire. Donc tous ces éléments-là sont pour nous des vrais outils qui permettent d'alimenter la preuve dans le cadre d'une enquête judiciaire. Encore faut-il être capable de les exploiter. D'où le niveau de formation de nos personnels rehaussé sur ces technologies-là, parce que pour exploiter les éléments des objets connectés, c'est pas forcément simple. On le fait de longue date dans les véhicules,
Aujourd'hui, quand il y a un accident mortel, on peut utiliser un certain nombre de choses du véhicule, mais les objets connectés sont néanmoins de plus en plus sophistiqués. Dans les espaces virtuels, comment on utilise les espaces virtuels? Tout simplement pour modéliser des scènes de crime, pour rejouer la scène de crime, pour essayer de mieux comprendre comment a pu avoir lieu un crime dans un jumeau numérique. C'est important pour nous avec cette idée que déjà, quand on travaillait simplement sur la modélisation 3D, sans parler de jumeaux numériques, on avait un problème au procès, c'est le réalisme de la scène. Quand vous projetez une modélisation 3D de scène de crime, déjà le juré, les magistrats ont tendance à adhérer à la version que vous proposez. Alors, dès lors qu'on est sur un jumeau numérique où c'est encore plus réaliste, la difficulté, c'est de garder son libre arbitre par rapport aux hypothèses qu'on va présenter effectivement à la barre. Et les espaces immersifs, un des enjeux qu'on va avoir dans les espaces immersifs, c'est la notion d'identité numérique, le vol de l'identité numérique. Comment tout ça va pouvoir être régulé? Il y a une très bonne question sur l'interopérabilité des métavers de demain. L'identité numérique, moi j'ai en tête une jeune fille handicapée qui se présente sous la forme d'un avatar de super-héroïne. Pourquoi? Parce qu'elle se projette dans cette image-là. C'est pas son identité physique, c'est peut-être plus son identité psychologique. Parce que cette fille qui est en fauteuil roulant, c'est peut-être une combattante. Donc, notre identité, elle est où? Elle est dans notre représentation physique? Ou elle est dans notre psychologie? Donc tout ça, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose dans tous ces espaces immersifs de représentation. Et puis, il y a d'autres aspects avec un cas concret qui est un attouchement sexuel dans un espace immersif où, par des moyens haptiques, vous savez, les combinaisons haptiques, on a la sensation du toucher. Il y a des gants haptiques, mais on peut mettre des combinaisons haptiques. Et un homme a touché la poitrine d'une femme qui était en combinaison haptique, lui-même était en combinaison haptique. Il savait qu'elle avait une combinaison, il savait que lui, il avait une combinaison, donc il y a une transposition dans le monde réel. L'élément d'infraction, d'intentionnalité est matérialisé parce qu'il savait ce qu'il faisait. Donc ça peut être qualifié d'infraction pénale. Donc, mais tout ça, ça va être des enjeux, c'est-à-dire l'infraction pénale, c'est un élément moral, un élément matériel, un élément légal. Et tout ça, il va falloir réussir à le mettre en évidence dans tous ces espaces immersifs. Et on a beaucoup de travaux encore à mener, mais c'est évident qu'on ne sera pas au chômage tout de suite. Mais derrière cela, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on soit à la hauteur de ces enjeux-là et qu'on progresse encore, qu'on ne soit surtout pas exclu de ces mondes-là. Vous avez dit tout à l'heure, M. Juvin, qu'il fallait y aller. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut y aller. Je sais que sur un autre sujet, Elon Musk dit qu'il faut s'arrêter. Moi, je dis à tout le monde, surtout, ne nous arrêtons pas, nous avons tellement de retard qu'il faut absolument qu'on y aille. Et même en y allant très vite, on ne rattrapera pas le retard. On ne rattrapera pas le retard. Et je vous laisse imaginer ce qui va arriver avec le quantique dans peut-être 20 à 30 ans. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, vous n'êtes pas en retard. Vous avez respecté les 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. J'ai une question. Vous avez cité des États comme la Chine ou la Russie. Sont des États qui notamment gèrent leurs tuyaux. Donc ils sont capables de capter toute information qui transite par les tuyaux qui sont connectés sur Internet. Et notamment, ce sont également des États qui légifèrent fortement sur les capacités de chiffrement, donc le niveau de sécurité qu'on peut mettre et de confidentialité qu'on peut mettre sur les données. Dans un web 3.0, quelle confiance vous donnez aux qualités de preuves qui sont susceptibles de transiter par ces tuyaux? Une preuve très relative, enfin un niveau de confiance forcément relatif. En fait, c'est comme toute enquête judiciaire, ça nécessitera de l'investigation et puis d'essayer d'en savoir un peu plus, quoi. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de la question de l'authentification. C'est une vraie question. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour des deepfakes fait que la réalité, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Et là, en plus, avec tout ce qui relève de la crypto, enfin, on sait que certains États sont moins transparents que d'autres. Donc, vous dire comme ça, en fait, ce sera vraiment du cas par cas, quoi. Mais la confiance, a priori, non. Oui.
Oui, je voulais juste revenir sur les histoires de récupération de noms de domaine ETH par rapport à ce que vous indiquiez. Donc dans les 5 minutes qui m'étaient indiquées, donc je voulais juste préciser qu'il n'y a pas de procédure extrajudiciaire gérée par l'OMPI type UDRP mise en place pour les noms de domaine ETH, et qu'on peut aussi quand même retrouver souvent les titulaires de noms de domaine en .th, souvent ils ont un compte Twitter associé, et on peut remonter à eux. Et nous, on a eu un cas pratique d'un adolescent notamment, qu'on a pu retrouver de cette façon-là, et où l'avocat avec qui on travaillait a envoyé une lettre de mise en demeure aux parents, et donc il a reçu à la maison, et ils ont dit rends le .th à la marque de cette façon-là. Donc il y a aussi ce type de profil parfois pour récupérer des noms de domaine en .eth. Et ne pas oublier aussi que, donc, comme je vous l'ai dit, la différence entre Unstoppable Domains et le .eth, c'est qu'un .eth a une date d'expiration, donc potentiellement il peut expirer, donc est aussi récupéré de cette façon-là. Donc il y a des alternatives qui existent pour les marques. Alors je complète effectivement. Donc ça fait partie d'une procédure qui est un petit peu complexe, qui consiste à envoyer un NFT spécifique au .eth, qui va le forcer à rendre ce nom de domaine. Il y a une société qui s'appelle Metaver.domaine qui est spécialisée là-dedans et qui permet de faire ce genre de récupération. C'est une procédure longue, coûteuse effectivement, en droit anglais. Je vous laisse évaluer le coût par rapport à l'opportunité d'acheter dès aujourd'hui son nom de domaine en .eth s'il n'est pas déjà cybersquatté. Est-ce que c'est la procédure que vous avez évoquée dans votre intervention, C'est ça oui. Les deux. Pas de question. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon. Moi, je veux bien ajouter quelque chose sur ce que vous avez dit qui est assez intéressant sur le fait, est-ce qu'on peut avoir confiance, en tant qu'expert cybersécurité, là on sort du domaine du Web3, est-ce qu'on peut avoir confiance en fait dans toute cette gestion de l'information et ces faux qui arrivent. Et je pense que ce qui est intéressant en fait de prendre en compte, c'est qu'il faut réfléchir à cette notion de confiance qui n'est plus systématique. Et ça change beaucoup en fait les règles avec lesquelles on a l'habitude de recevoir de l'information. Et exercer en fait cette attention d'une manière un petit peu supérieure. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend toujours compte, par exemple, quand on reçoit un mail alors, de phishing, en l'occurrence d'un véritable attaquant, vous êtes peut-être tenté, parce qu'il est bien conçu, de cliquer, mais en fait, au fond de vous, il y a quand même une petite alerte qui va sortir. Vous allez la gommer parce que vous allez avoir confiance ou que vous êtes pressé ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est ça ce qu'il faut. C'est qu'on pense aujourd'hui à rester très éveillé par rapport à tout ça et exercer son libre arbitre. Il ne faut pas croire noir sur blanc. Il ne faut pas aller trop vite aussi. Ah oui, alors, réagir. Bien évidemment. Et en l'occurrence, là, c'est le critère, c'est l'un des critères avec lesquels vous devez faire attention. Quand vous êtes pressé, quand on vous demande rapidement, c'est un premier critère. C'est ça, ces petites alertes pour lesquelles il faut être sensible aujourd'hui. Y compris d'ailleurs ce qui paraît surprenant. Ah, quand c'est surprenant, il faut réfléchir. Mais il faut être formé au libre arbitre. Et ça, c'est une difficulté aujourd'hui pour aujourd'hui et pour demain. Et il faut l'exercer, effectivement. C'est d'ailleurs un peu comme ça que je rédige mes articles. C'est sur le Web3, je parle de risques, d'opportunités. Chacun décide. Exercer chacun soi-même son libre arbitre. Mais c'est vrai qu'il y a être formé, puisque en fait, des techniques sont utilisées pour nous tromper, pour agir au niveau des mécanismes du cerveau. Oui, et puis sur tout ce qui est autour des deepfakes, au sein de la gendarmerie, on a vraiment développé des méthodes d'authentification de ces deepfakes, ChatGPT compris, parce que ChatGPT n'est pas vraiment une surprise d'un point de vue scientifique, ça arrivait, c'est des IA génératives qui ne sont pas nouvelles. Pour autant, la rencontre avec l'usager a fait une vraie révolution. Et c'est là qu'on voit ce qu'est la révolution technologique. Ce n'est pas forcément une révolution scientifique, c'est une révolution de rencontre entre un usage et puis un développement scientifique. Et là, eh bien, ça explose. Et la difficulté, c'est est-ce qu'on va être capable, nous, de faire face à cette masse d'impostures. Est-ce qu'il y aura une masse d'impostures? D'où l'autorégulation aussi du citoyen. Pourvu qu'il soit informé. Il y a une question, je crois, à gauche. Oui. Allez-y. Moi, j'ai une toute petite question par rapport à l'Afrique, bien entendu,
qui est en train de faire prendre le train de la révolution numérique. Et je voudrais savoir, on a été à Vivatech, où Africatech a fait une démonstration de pouvoir appeler les États à se moderniser et aussi à prendre le train du numérique dans tout ce qui est changement dans l'administration, la crypto-monnaie et tout le reste. Donc je voudrais savoir, est-ce que le Web3 pour l'Afrique, qui a un gros retard aujourd'hui par rapport soit aux installations techniques, technologiques, est-ce que le Web3 c'est une opportunité ou ne devrait pas être comment on gère cette partie du continent qui est... voilà. Alors, peut-être pour répondre, je voudrais prendre un exemple qui m'a été donné par des ingénieurs de chez Lucent, à l'époque où ce n'était pas encore Alcatel-Lucent, qui avaient des réseaux sans fil à installer en Afrique. Et ils me disaient, eh bien, ils vont avancer beaucoup plus vite que l'Europe, parce qu'en fait, ils n'ont pas de câbles souterrains. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'enlever l'infrastructure existante pour mettre la nouvelle infrastructure. Donc, le fait d'avoir du retard d'infrastructure sur ces technos-là ne veut pas dire qu'on ne pourra pas... Enfin, ça va être un peu paradoxal avec ce que j'ai dit sur rattraper le retard, mais qu'on ne va pas pouvoir utiliser le Web 3.0. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas connu ou qu'on n'a pas été très développé sur le 1 et le 2 qu'on ne sera pas sur le 3. Mais je pense qu'il faut le voir comme ça. Et puis l'Afrique n'est pas si en retard que ça sur un certain nombre de domaines. En IA, il y a quand même pas mal d'initiatives aussi, quoi. Bien, je crois qu'on peut s'accorder une petite pause. Merci beaucoup. Merci.